Alors, on peut classer les investissements selon leur nature ou selon leur objet. Alors, c'est deux types de classements que je vous propose. Le classement des investissements selon leur nature. Donc, ça va pas vous étonner. On trouve les investissements incorporels, les corporels et les financiers. Dans les incorporels, on va trouver la recherche et le développement. Les investissements commerciaux comme les études de marché, la publicité, si ce sont des grosses campagnes, bien entendu. La formation. Dans les investissements corporels, c'est là-dessus que, dans le cadre des examens, ça porte le plus souvent, des investissements corporels tels que des constructions, des aménagements, des outillages industriels, des terrains, etc., etc. Voire plusieurs, par exemple, un investissement qui consiste d'abord à acheter un terrain et ensuite à faire construire, par exemple. D'accord ? Ça peut se faire en plusieurs étapes. Et puis des investissements financiers tels que une prise de participation, des fusions, un apport partiel d'actifs ou des prêts qu'on accorde à certaines personnes morales, en particulier pour ce qui nous intéresse. Ça, c'est ce qu'on appelle le classement des investissements selon leur nature. Maintenant, on peut classer les investissements selon leur objet. Et là, par convention, on a trois types de classements dans ce cas-là. Les investissements de remplacement, les investissements de croissance et les investissements de productivité. Alors, les investissements de remplacement, comme leur nom l'indique, c'est facile. C'est parce que, à cause du temps, donc de l'usure ou de l'obsolescence, par exemple, notamment dans les produits de haute technologie, c'est-à-dire qu'ils sont rapidement dépassés d'un point de vue technologique. Donc, on les remplace, ces investissements, bien sûr. Investissement de croissance, eh bien, c'est pour augmenter soit les capacités de production, soit les capacités de distribution d'une entreprise, et donc elle a besoin dans ce cas-là de ce qu'on appelle des investissements de croissance. Et vous avez ce qu'on appelle les investissements de productivité, qui eux sont plutôt axés sur la diminution ou la tentative de diminution des coûts de production. Okay ? Voilà ce qu'on peut dire en termes de classement des investissements, donc selon leur nature ou selon leur objet. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre l'importance que ça a pour une entreprise de choisir un investissement. Vous comprenez, je suppose aisément, qu'un investissement engage une entreprise pour du long terme. On n'est pas en train de parler de court terme, bien entendu. Et en fait, comme on le verra, la plupart des critères que nous allons utiliser pour choisir un investissement parmi plusieurs, eh bien, la plupart de ces critères sont fondés sur l'actualisation des flux de trésorerie futurs que l'on peut envisager pour chacun des investissements. Et au niveau du principe général, qu'est-ce que ça va être, si vous voulez, d'un point de vue général? On va se poser la question suivante. Un investissement est rentable s'il nous rapporte plus que ce qu'il nous coûte. D'accord? Et ce qu'il nous rapporte, c'est dans le futur. Eh bien, on l'actualisera à aujourd'hui pour comparer les flux futurs de trésorerie actualisés à aujourd'hui avec le prix d'achat de l'investissement à aujourd'hui. Et donc, si on n'a qu'un seul investissement, eh bien, on dira, on choisit l'investissement s'il nous rapporte plus que ce qu'il nous coûte, et si on a choix entre plusieurs investissements, on choisira celui qui rapporte le plus par rapport à ce qu'il coûte tout simplement. D'accord ? C'est ça l'idée générale. Maintenant, quelle est la procédure à suivre pour déterminer le choix des investissements? Alors, ce que je veux que vous compreniez bien, c'est le principe, toujours pareil, vous me connaissez, toujours d'abord le principe. On essaye d'intellectualiser ce qu'on fait et après on rentre dans la technique. Pas se noyer dans la technique sans comprendre vers où on va. Le principe, la procédure étant la suivante. Sauf avis contraire de l'énoncé, d'accord ? Eh bien, on doit, dans un premier temps, choisir l'investissement parmi plusieurs, et ce n'est que dans un deuxième temps, une fois qu'on a choisi l'investissement, qui est donc le meilleur d'un point de vue économique, on va voir, dans un deuxième temps, on va choisir le mode de financement qui coûte le moins cher à l'entreprise. Voilà la procédure que on doit normalement utiliser. Je répète que ce soit bien clair. Je dis bien, sauf avis contraire de l'énoncé. Alors je vais vous expliquer en quelques secondes pourquoi. C'est très simple. Imaginez que nous ayons le choix entre trois investissements que je vais appeler d'abord I1, I2, I3,
et avec ensuite, on va dire, 3 modes de financement, alors que je vais appeler mode de financement 1, mode de financement 2, mode de financement 3. Alors, évidemment, vous comprenez que si on va jusqu'au bout du dossier, quand on choisit un investissement, il faut aussi choisir son mode de financement. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous ne faites pas ce que je dis, évidemment, c'est bien connu, vous ne faites jamais ce qu'on vous dit, bien entendu, au nom de la liberté, sacro-sainte liberté. Vous avez le droit de ne pas faire ce que je dis. Sauf que si vous ne faites pas ce que je dis, voilà ce que vous allez être obligé de faire. Pour choisir entre ces 3 investissements et ces 3 modes de financement, tout simplement, qu'est-ce que vous allez être obligé de faire? Vous allez être obligé, regardez bien, de tester ce premier investissement avec ce mode de financement-là. Puis cet investissement avec ce mode de financement-là. Puis cet investissement avec ce mode de financement-là. Puis celui-là 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 avec celui-là. Puis celui-là avec celui-là. Puis celui-là avec celui-là. C'est parfaitement possible. Rien ne vous effraie. On l'a remarqué. D'accord? Je vous rappelle que vous n'avez que 3 heures le jour de l'examen et ça ne fera partie que d'un dossier. D'accord? C'est possible. Vous arriverez à la même conclusion que moi. Et qu'est-ce que je vais faire, moi? Non pas que je sois un génie, je vous rassure. Je suis comme tout le monde. Simplement, regardez ce que je vais faire. Je reprends l'hypothèse de départ. J'ai 3 investissements possibles. Je vais d'abord m'intéresser au meilleur investissement des 3. Écoutez bien, sans tenir compte du mode de financement. Oui. Je vais d'abord, par exemple, on va dire que je teste les 3 investissements et j'en supprime 2, puisque forcément, sur 3, il y en a toujours un qui est meilleur, d'un point de vue économique, sans tenir compte de son mode de financement. Et ensuite, vous regardez le nombre de flèches, c'est très simple. Et ensuite, je n'ai qu'à tester cet investissement qui est le meilleur des 3 d'un point de vue économique, et ensuite de dire, voilà, voyons voir cet investissement avec ce mode de financement-là, voyons voir cet investissement avec ce mode de financement-là, et voyons voir cet investissement avec ce mode de financement-là. Vous voyez la différence? J'espère que je vous ai convaincu, vous faites comme vous voulez. Alors, quelquefois, contrairement à ce que je viens de dire, y compris dans le cadre d'un examen, on peut vous demander de calculer les 2 à la fois. Oui, mais dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est du genre, quelque chose de très simple. Vous n'avez au mieux que 2 investissements et que 2 modes de financement. Alors évidemment, là, c'est humainement possible, vous comprenez ce que je veux dire. Mais même si c'était le cas, dans le cadre d'un examen, on devrait vous dire, première question, première partie du dossier, l'entreprise doit choisir un investissement parmi plusieurs, et on va le voir, selon tel ou tel critère, choisissez le meilleur investissement d'un point de vue économique, c'est-à-dire sans tenir compte du mode de financement. Et ensuite, deuxième dossier, l'entreprise a choisi tel investissement, nanana, d'accord? Choisissez le mode de financement qui sera le mieux approprié. C'est-à-dire le mode de financement, bien sûr, qui lui coûtera le moins cher. Ça va, vous avez compris le principe? D'accord? Donc, en fait, encore une fois, pour choisir un investissement, je dis bien un investissement, on ne s'occupe que de sa rentabilité économique dans un premier temps et pas de sa rentabilité financière. Rentabilité financière, on verra ça plus tard lorsque on intégrera le choix des modes de financement. D'accord? Petite remarque également, il existe d'autres critères que les critères financiers dans le choix d'un investissement. Vous avez par exemple, évidemment, des critères sociaux, des critères environnementaux, etc., etc. Alors, tout dépendra du sujet. Est-ce qu'il intégrera, par exemple, vous avez, on peut imaginer, je ne sais pas moi, qu'il y ait critères sociaux que le coût d'un investissement, d'une délocalisation dans tel pays pour construire une usine de construction de voitures, il va falloir payer de la formation aux ouvriers qui ont été licenciés en France. Enfin, vous voyez, on peut imaginer ce genre de choses, voire des critères liés au respect de l'environnement. Pour, par exemple, des coûts de dépollution, enfin bon, etc., etc. Nous, de toute façon,
Ce qui nous importe ici dans ce type de cours, c'est pas l'aspect sociologique, ni psychologique du choix d'un investissement, c'est l'aspect purement financier. On vous interrogera uniquement là-dessus, bien que, encore une fois, il y ait d'autres critères que les critères purement financiers dans le choix d'un investissement dans le monde réel. Alors, quels sont les différents critères que l'on va utiliser ou qu'une entreprise va utiliser ou qu'elle peut utiliser pour choisir un investissement en avenir certain? Oui, parce que nous verrons qu'il existe aussi, bien sûr, et c'est souvent le cas dans la réalité, évidemment, l'avenir n'étant pas certain par essence, eh bien à ce moment-là, on pourra affecter des probabilités à différentes valeurs que peuvent prendre les flux de trésorerie liés à un investissement. Parmi, on va dire, les outils, les critères, les grands classiques, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, et c'est celui qu'on va développer aujourd'hui, ce qu'on appelle la valeur actuelle nette, donc la VAN en abrégé, mais il existe aussi le TRI, le taux de rentabilité interne, la méthode de l'annuité équivalente, l'indice de profitabilité et le délai de récupération du capital investi. Voilà donc déjà dans un premier temps 5 critères de choix pour la rentabilité économique. Et donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons étudier plus particulièrement, on va dire, la matrice, la mère, entre guillemets, de toutes les techniques, ce qui s'appelle la vanne, puisque les autres, on va retrouver, dans les autres techniques, on va retrouver des éléments fondamentaux qui existent dans la vanne. Et vous voyez, moi, je dis pas la vanne toute seule, je n'écris pas la vanne toute seule. Parce que moi, quand on me dit la vanne, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est la vanne des flux économiques, c'est la vanne des flux de trésorerie. Certains parlent de cash flow. Je ne sais pas ce que c'est, moi, cash flow. Cash flow, moi, en anglais, ça veut dire un flux de trésorerie. Mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Quand je parle de vanne des flux économiques de trésorerie, là, je sais qu'à l'intérieur, je n'intègre pas, par définition, les flux de financement ou les moyens de financement. Vous êtes d'accord ?